Vous écoutez France Culture. Bonjour Julie Clarini et Brice Couturier, c'est à vous pour l'émission du Grain à moudre. Merci à vous Pierre Chevalier et bonjour à tous. Aujourd'hui, la prochaine crise des années 30. Du Grain à moudre, Julie Clarini. Brice Couturier. Faut-il vendre ? Tout le monde a aimé les années 20. On était si soulagé d'avoir échappé à la grande boucherie patriotique qu'on voulait vivre à 100 à l'heure comme les futuristes. Mettre à bas comme les surréalistes toutes les conventions sociales qui bridaient le libre déploiement de l'imagination. Les héros de Paul Morand prenaient l'avion tôt le matin pour rapporter du caviar de Roumanie pour le dîner à un petit groupe d'amis snobs. Ceux de Scott Fitzgerald spéculaient afin de devenir riches et célèbres et d'épouser l'une de ces héritières à jupe courte et chapeau cloche qui les avait fait rêver à l'université. Les États-Unis, avec 6% de la population mondiale, produisaient plus de 50% du PIB de la planète et en consommaient encore davantage grâce au crédit facile. Des fonds d'investissement promettaient des rendements mirobolants aux petits épargnants du Middle West en échange de leurs économies aussitôt placées dans l'industrie allemande en pleine renaissance. Grâce à l'invention de l'ascenseur, Manhattan se couvrait de gratte-ciel. Hélas, on sait comment ont fini les rugissantes années 20, les Roaring Twenties, crise de surproduction agricole, krach boursier américain, faillite bancaire en chaîne, ruine des épargnants, chômage de masse, fermeture des frontières, protectionnisme, montée des mouvements populistes, autoritaires ou totalitaires dans presque toute l'Europe, et finalement la pire des guerres qu'ait connue le monde. Comme dans les années 20, notre monde actuel connaît un certain nombre de situations paradoxal. La masse monétaire en circulation à travers le monde progresse à une vitesse bien supérieure à la croissance mondiale. Les États-Unis sont en quasi plein emploi et pourtant, l'inflation qui devrait logiquement s'en suivre demeure étrangement absente. Les Américains, ménages et États fédéral confondus, sont endettés dans des proportions gigantesques, mais le dollar reste étonnamment fiable. Chinois et producteurs d'hydrocarbures continuent à éponger ces déficits prodigieux puisqu'ils ne savent pas quoi faire d'autre de leurs gigantesques profits. Mais pour rester chez nous en Europe, autre paradoxe, la monnaie unique, qui était censée rapprocher les politiques budgétaires et fiscales des États membres, produit exactement le contraire. La situation des pays en forte croissance comme l'Espagne ou l'Irlande appellerait des politiques monétaires restrictives pour éviter la surchauffe. Celle des pays en stagnation comme l'Italie où la croissance molle comme la France exigerait au contraire un relâchement des taux de la BCE et rien ne se passe. Alors, à combien de mois, combien de semaines sommes-nous de l'éclatement de la vraie crise boursière des années 2000 ? Quelles en seront les conséquences financières évidemment, mais aussi économiques, politiques et morales ? Quelles leçons pouvons-nous tirer du précédent des années 30 ? Le climat intellectuel nouveau qui se cristallise lentement chez nous, cette peur de l'ouverture, cette nostalgie des valeurs familialistes des années 50, ne témoigne-t-il pas de l'un de ces retournements de tendance qui parfois précèdent l'événement ? On a beaucoup de questions, nous n'avons que 55 minutes, mais nous avons la chance d'avoir 4 invités qui sont là et qui ont lu, plus ou moins, enfin dans la mesure où il était possible de le faire, La crise des années 30 est devant nous, qui est le livre qui nous sert un petit peu de point d'ancrage pour cette émission, qui est le livre de François Langlais, qui est paru chez Perrin, qui vient de paraître au mois d'avril. François Langlais est directeur de la rédaction d'Enjeux les Échos, dont on avait déjà justement parlé récemment pour un numéro spécial qui s'intitulait « Tous réac », point d'interrogation, et qui nous avait donné aussi du grain à moudre. Donc aux côtés de François Langlais, Pierre-Noël Giraud, qui est professeur d'économie à l'école des mines, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'inégalité du monde, qui est aujourd'hui en collection Folio, qui était paru en 96, et puis Le commerce des promesses, essai sur la finance globale, paru au Seuil en 2001, et un livre qui avait fait parler de lui. Nous sommes également avec Pierre-Cyril Hautecoeur, qui est historien, économiste, directeur d'études à l'EHESS, et enfin avec Daniel
Daniel Lindenberg, qui est historien des idées, professeur à Paris 8, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé Les années souterraines 1937-1947, qui était paru aux éditions La Découverte en 1990. Et puis plus récemment, il est l'auteur de cet essai qui avait aussi beaucoup défrayé la chronique, Le rappel à l'ordre, où il avait introduit sur la place publique la figure du néo-réac. Alors pour commencer, donc François Langlais, on va essayer de résumer votre livre de 250 pages en 10 minutes, comme je l'ai promis. Tour de force, mais le krach de mai 2000 était censé tout de même avoir dégonflé la bulle spéculative dont on voyait bien dès la fin des années 90 qu'elle était là. On nous avait assuré à l'époque que dorénavant, sous la haute férule de la Fed en particulier, toutes les mesures avaient été prises pour éviter le retour de cette bulle spéculative. D'ailleurs, les cours de la bourse depuis les années 2000 et même 2003 sont repartis à la hausse de manière phénoménale. Le CAC 40 va bientôt, là, dans les semaines qui viennent, ou en tous les cas les mois qui viennent, franchir la barre symbolique des 6000 points. La croissance mondiale est phénoménale. Je pense qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on n'a jamais connu une croissance telle que celle qu'on connaît depuis quelques années. Pas dans la zone euro, je précise, parce que nous, hélas, on n'est pas vraiment intéressés. Mais enfin, pour la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord, voire du Sud, c'est le cas. Qu'est-ce qui vous fait croire donc que nous allons vers un nouveau krach ? Écoutez, moi j'ai le sentiment que ce krach de 2000, qui est au fond le krach des valeurs technologiques, qui est intervenu en mai 2000, il a été traité de façon extrêmement efficace par la Federal Reserve, donc dirigée à l'époque par Alan Greenspan, qui a abaissé ses taux de façon massive et qui du coup a inondé la planète de liquidités à très bon marché. C'est-à-dire on peut au fond aujourd'hui, et depuis 7 ans, s'endetter quasiment à taux réel nul. C'est plus tout à fait vrai parce que les taux sont remontés, mais c'est vrai au Japon, c'était vrai longtemps en Europe et ça a été vrai longtemps aux États-Unis. Et ça a eu comme conséquence de déclencher une frénésie d'endettement dans le monde entier. C'est cette frénésie d'endettement qui a nourri la croissance exceptionnelle dont vous parliez à l'instant, notamment dans les pays émergents, mais pas seulement, parce que des pays mûrs comme les États-Unis ont connu des taux de croissance tout à fait inhabituels, de l'ordre de 4% par an. Donc, j'ai le sentiment que, et au fond c'est la thèse de ce livre, qu'on a bien traité le krach de 2000, mais justement à cause du précédent de 1929, on a baissé les taux tout de suite, ce qu'on n'avait pas fait à l'époque et ce qui a été dévastateur, mais qu'on a remonté le ressort de la crise d'après, qui me semble poindre là dès aujourd'hui, parce que on voit que les indicateurs justement de surchauffe financière se multiplient. Vous parliez du niveau des marchés, on est tout proche du record absolu sur la plupart des grands marchés mondiaux. Il y a un indicateur qui est très préoccupant, c'est la valeur des fusions-acquisitions. L'année dernière, en 2000, elles ont atteint 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire peu ou prou le tiers du PIB mondial, le dixième du PIB mondial, pardon, le tiers du PIB de la zone européenne, c'est-à-dire un montant tout à fait substantiel qui laisse présager qu'à cause de ces taux d'intérêt très bas, on a initié des opérations qui ne seront pas viables parce que quand l'argent est trop peu cher, ça biaise le jugement des chefs d'entreprise et des financiers et ils s'endettent pour des opérations inconsidérées dont ils payent le prix les années qui viennent. Donc je crois que comme on a été dans l'entre-deux-guerres, si vous voulez, on se trouve aujourd'hui dans l'entre-deux-krach, entre le petit qui a été traité et le grand qui est à venir, qui pointe, et dont l'épicentre, contrairement à celui des années 30, ne sera pas l'océan Atlantique, parce que c'est là, à l'époque, qu'était la croissance entre les États-Unis et l'Europe, mais l'épicentre sera très probablement l'océan Pacifique. C'est-à-dire que ça se jouera très probablement au cœur des relations financières et économiques qu'entretiennent la Chine et les États-Unis. Et ce que j'appelle la Chine-Amérique, qui est une espèce de condominium, qui est aujourd'hui le seul gros moteur de l'économie mondiale, et qui est sous la menace d'un surinvestissement qui va être purgé bientôt, me semble-t-il. Mais on peut rappeler quand même que le krach de l'an 2000, en fait, il ne portait que sur les valeurs de haute technologie, celles qui étaient liées à l'Internet. Et après tout, il était assez évident à l'époque qu'on avait investi énormément de capital sur ces nouvelles sociétés d'Internet. Or, à l'époque, le bénéfice, les profits qu'on pouvait en tirer étaient nuls ou inexistants parce que ça commençait juste à trouver des clients. Aujourd'hui, cette nouvelle économie dont on a tant ri en l'an 2000 après avoir tellement glosé sur elle en 1998-99, aujourd'hui, cette nouvelle économie, elle est là. Donc, est-ce que les théories hyper optimistes des années 98-99 qui nous disaient on a enfin trouvé le moyen de démultiplier la productivité sans fin grâce à l'Internet, est-ce que finalement, on ne pourrait pas penser qu'elle se vérifie aujourd'hui, pour aller à contrario de ce que vous dites, François Langlais ? Si, en fait, ça ne va
pas tout à fait à contrario de ce que je dis, parce que c'est traditionnel qu'on surestime les bénéfices de court terme d'une révolution technologique et qu'on sous-estime ses bénéfices de long terme. Là encore, la comparaison avec les années 20 est tout à fait spectaculaire. Les années 20, vous l'avez rappelé dans votre prolégomène, on invente le moteur électrique, c'est ça qui permet de construire la ville moderne, on invente l'automobile, on invente l'aviation, enfin, il y a toute une série, disons, des grappes d'innovations qui transforment considérablement l'économie mondiale de l'époque. Et on croit, là aussi, que ça va tout changer tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ça met des décennies pour s'imposer. Le taux d'équipement en voiture des ménages américains, il a fallu attendre les années 50 pour qu'il soit substantiel. Et en Europe, ça a été même bien plus tard. Donc, on voit que l'unité de temps humain est finalement très longue. De quoi qu'on parle, au fond, hein, qu'il s'agisse d'Internet, de voitures ou de machines à vapeur. Il faut du temps pour s'habituer à tout cela. Et dans la société, il y a toujours des tendances à la fois progressistes et puis régressives. Il y a des gens qui ne veulent pas adopter les nouvelles technologies. Mais petit à petit, ça se fait. Et je crois qu'on est, pour les nouvelles technologies de l'information, dans le moment où on se les approprie, où on se rend compte des bénéfices réels qu'elles peuvent générer. Il faut se souvenir, quand même, vous disiez, le krach de 2000, c'était juste les valeurs technologiques. Oui, c'était là que ça a été le plus violent. Mais le CAC 40, qui représentait l'ensemble des grandes entreprises françaises, il est passé de 7000 points à 2005, parce que tout a été contaminé. Et il suffisait à l'époque, au contraire dans les époques, disons, de progression des cours, que n'importe qui dise j'ouvre un site internet, pof, son cours boursier prenait 30% dans le mois. Donc cette bulle a finalement soufflé l'ensemble des sociétés, et puis le krach a amoindri l'ensemble des sociétés. Alors, peut-être, avant que je fasse d'autres objections, j'aimerais entendre celles des spécialistes. Pierre-Cyril Aucœur, est-ce que vous voyez poindre un tel krach boursier ou pas, pour commencer? Moi, je pense que le krach boursier de 1929 est simplement un petit épisode dans une immense bagarre financière internationale qui commence en 1919 et qui finit avec la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un épisode qui n'a aucune chance de se reproduire avec les mêmes conséquences si on n'est pas dans le même contexte, c'est-à-dire un contexte de guerre mondiale. On a appelé cette période la Deuxième Guerre de 30 ans, 1914-1945. C'est parce qu'on a ces problèmes de dettes croisées non reconnues comme légitimes entre tous les grands pays du monde et de surendettement par fuite en avant devant la nécessité de régler politiquement les conflits entre ces pays qu'on va aboutir à cette crise de 29. C'est pas à cause de problèmes internes à l'économie américaine. Je pense que si ça avait été uniquement les problèmes internes de l'économie américaine, il se serait passé la même chose qu'entre 2000 et aujourd'hui, c'est-à-dire que l'économie aurait rebondi. Et que le problème fondamental, c'est un problème de quasi-guerre mondiale, qui va d'ailleurs déboucher sur une vraie guerre mondiale. Le reste, à mon avis, ne mérite pas une telle inquiétude. Votre réponse, François Langlais? Non, je pense que le krach n'est qu'un épiphénomène de quelque chose de beaucoup plus vaste. Et en ce sens-là, je rejoins tout à fait Monsieur Aucœur. Et que ça ne fait jamais que traduire des déséquilibres dans la finance mondiale et disons, des réorganisations à l'échelle de la planète. Mais là où je pense que malgré tout le parallèle est justifié, c'est que on est d'un certain point de vue aussi dans une période de recomposition extraordinaire, où on voit, disons, l'émergence d'un acteur majeur dans l'économie mondiale comme la Chine suscite des désordres considérables, à la fois sur le plan économique. Bon, alors on parle des délocalisations, au fond, là encore, ça n'est qu'un épiphénomène, bien sûr, il y a des substitutions de produits qui sont considérables, bien évidemment sur les produits qui coûtent peu cher à fabriquer, mais d'ores et déjà sur des produits à valeur ajoutée beaucoup plus substantielle, et demain, vraiment demain, c'est-à-dire dans 5 ans ou dans 10 ans, on aura des avions chinois. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a comme ça un pays qui va, semble-t-il, rattraper et arriver à gagner en compétitivité sur pas tout à fait sur la quasi-totalité de la production mondiale, compte tenu de l'effet de masse qu'il représente sur les marchés mondiaux. Les portables, aujourd'hui, c'est la Chine qui définit les standards, parce que c'est le plus gros marché. Vous avez 5 millions de nouveaux abonnés au téléphone portable en Chine. Donc, bien évidemment, le krach n'est qu'un épiphénomène, mais on peut penser qu'aujourd'hui sont à l'œuvre de très violentes tensions au plan macroéconomique et au plan financier. Je pense d'ailleurs que, sur le plan géopolitique,
on est aussi dans une période très dangereuse. Et que c'est ça aussi qui m'a frappé, enfin, les travaux que j'ai faits pour ce livre, c'est la simultanéité des retournements. Il y a une espèce de mystère parce que le retournement macro-financier, dans les années, disons, 29-30, intervient peu ou prou au moment où il y a un retournement diplomatique, géopolitique, c'est-à-dire que les tensions montent et les menaces s'accroissent. Et ultime scène du retournement, la construction européenne se désarticule, alors que les années 20, comme les années 90, avaient été des années de progression, d'intégration extraordinaire. En cela, vous rejoignez justement la réflexion que vient de faire Pierre-Cyril Hautecoeur en disant que l'économique, finalement, ne se répète jamais, où il faudrait un contexte politique identique, et qu'effectivement, les deux marchent ensemble, l'économique et bien sûr politique. Il y a une autre chose que vous décrivez assez bien dans votre livre, c'est non seulement cette menace d'un krach boursier, mais c'est une espèce de tendance, un frémissement vers une politique un nouveau mouvement de régulation, vers un retour du protectionnisme. Peut-être certains députés américains, on l'entend bien, pensent qu'aujourd'hui la façon de préserver l'American Way of Life, c'est de revenir vers une économie plus protectionniste, justement en direction de la Chine, par exemple. Oui, tout à fait. Tout se passe comme si on était, au terme d'un grand cycle libéral qui avait débuté il y a 30 ou 40 ans, à la fois sur le plan des mœurs et de l'économie, et où au fond, on a expérimenté petit à petit la liberté avec un degré croissant, disons, de félicité et de croissance économique, parce que le libéralisme a bien évidemment a donné des dividendes substantiels. La croissance de la Chine dont on parlait à l'instant, qui est aujourd'hui l'un des moteurs de la croissance mondiale, c'est un des bénéfices de l'ouverture. Mais on voit que, au fond, le libéralisme finit par sécréter lui-même ses propres limites, parce que quand on laisse les individus, au fond, aller jusqu'au bout de leur propre logique individualiste, précisément, ça finit par avoir des coûts pour la collectivité qui sont très élevés. C'est vrai à l'échelle d'une nation, d'une collectivité même plus petite, c'est vrai bien évidemment à l'échelle même d'une famille, de la cellule de base de la société, mais c'est aussi vrai au plan mondial. Et j'ai le sentiment, on voit apparaître un certain nombre de signaux qui montrent que nous pourrions être, là aussi, encore une fois, c'est assez mystérieux, mais il y a une espèce de synchronie des retournements, disons, macro-financiers, géopolitiques et idéologiques, qui ferait que, après 30 ou 40 ans de libéralisme, la demande d'autorité, j'ai pas besoin de préciser beaucoup. Période électorale ici en France. C'est très spectaculaire depuis quelques années. Daniel Lindbergh a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait « Les nouveaux réactionnaires », où il a pointé le premier, justement, chez les intellos, mais qui au fond était un petit peu l'avant-garde de ce point de vue, cette espèce de réaction qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre et qu'on revendique. Alors ça, c'est sur un plan sociétal, mais sur un plan économique, vous le disiez, les candidats à la présidentielle, c'est très spectaculaire. Alors vous allez me dire, la France, on n'a jamais été un pays libéral. C'est vrai, mais même la droite, et la droite réputée libérale, celle de Sarkozy, il y a encore un an ou deux, il nous faisait le discours de la rupture. Aujourd'hui, il nous explique qu'il faut des protections communautaires, qu'il faut peut-être réintroduire l'indexation des salaires sur l'inflation, en tout cas que la régulation, l'État a son rôle à jouer dans l'économie moderne. Est-ce qu'on peut dire, d'après vous, Pierre-Noël Giraud, qu'on vivrait la fin d'un cycle que je pourrais baptiser, moi, de clintonien, c'est-à-dire l'époque où, sur la base de la chute du rideau de fer et de la disparition du seul adversaire que rencontrait, je ne vais pas reprendre les thèses de Fukuyama, mais le seul adversaire que le libéralisme politique et économique avait connu depuis la fin du nazisme, c'est-à-dire le communisme, depuis l'écroulement du système communiste, par ouverture des frontières, par contamination d'idéal démocratique à travers le monde, le grand rêve américain d'un libre-échangisme et d'un libéralisme politique et économique, de la démocratie à l'américaine allait se répandre. Est-ce que vous croyez qu'on est arrivé à la fin de ce cycle-là et qu'on a déjà commencé, comme vient de le suggérer François Langlais, un retour du balancier qui nous amènerait à un nouveau cycle? Et encore une fois, est-ce que ce nouveau cycle pourrait ressembler à ce qu'on a connu dans les années 30 en Europe? Très vaste question. Moi, je vais un peu prendre le contre-pied, évidemment, des thèses de notre invité, parce que c'est le débat qui est intéressant. C'est un peu pour ça qu'on vous avait invité. Voilà. On peut repartir de trois mots qui ont été utilisés: krach, purge et crise. Bon. Si je limite mon propos à la question de la crise financière,
dont vous êtes un des spécialistes. Bon, parmi bien d'autres, mais bon. Je suis content d'ailleurs, parenthèse, de voir que ce qui est dit maintenant de la Chine et même de l'Inde est exactement ce que j'avais dit il y a 10 ans dans le livre que vous avez cité, L'inégalité du monde, à savoir qu'il n'y a pratiquement rien de ce que nous savons faire aujourd'hui qu'ils ne soient pas capables de faire à des prix bien inférieurs compte tenu de leur énorme réservoir de main-d'œuvre. C'est des pays à bas salaire, mais à capacité technologique. Bon. Mais alors donc, sur les questions financières, en revanche, je pense que le système actuel a besoin d'être périodiquement purgé très violemment, parce qu'il crée en permanence des promesses de revenus futurs qui ne seront pas honorées. Par exemple, si tous les épargnants s'imaginent qu'un fonds peut leur servir de 15% par an de manière régulière, c'est évidemment tout à fait faux. Donc, ces promesses absolument excessives engendre une augmentation du prix des actifs, qu'il s'agisse des actions ou de l'immobilier, ça passe d'un secteur à l'autre, ça circule, ce que j'appelle le mistigris, vous voyez, ces promesses excessives enflent, et puis elles sont nécessairement purgées. Dans le système ancien, elles étaient purgées de façon continue par l'inflation, qui laminait régulièrement et assez, finalement, doucement, tranquillement, sans crack. Voilà. Donc, il est clair que le système financier actuel, qui a besoin, comme tout système, d'une purge, pratique la purge sous forme de crack. Donc, je suis d'accord, nous aurons des cracks, nous en aurons d'autres. Boursiers ou immobiliers ou de valeurs de l'art. On peut avoir un crack sur le Matisse, sur le Picasso, etc. Bon. Est-ce que ça va entraîner une crise? Telle est la question, au sens de la crise économique. Alors là, je partage l'idée qu'il y a des déterminations pour passer du crack à la crise économique qui ne sont pas strictement politiques, qui sont en particulier, vous l'avez souligné, qui ne sont pas strictement économiques, pardonnez-moi, qui sont politiques. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, je pense qu'on atteint un niveau tel dans la globalisation qu'il n'y aura pas de crise économique. C'est-à-dire que la purge va frapper sélectivement telle ou telle catégorie d'épargnants qui auront fait les très mauvais choix, va pouvoir engendrer localement, évidemment, des dégâts économiques relativement circonscrits. Par ailleurs, comme vous l'avez souligné, en termes purement économiques, l'économie mondiale connaît un dynamisme inconnu. Bon, absolument inconnu dans l'histoire. Et le vrai problème, on le sait bien, c'est est-ce que c'est soutenable du point de vue environnemental, social, car, et c'est la dernière caractéristique, ce dynamisme économique est contrairement au système interétatique et à la peur du bolchevisme, je reviens à votre question, qui dominait dans la période précédente, ce système-là n'est pas du tout inclusif. C'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement dynamique, mais il peut très bien laisser de côté des millions, voire des centaines ou des milliards de gens, un continent entier, ou à l'intérieur d'un pays, d'ailleurs de plus en plus, à l'intérieur d'un pays, une fraction entière des gens qui deviennent inutiles. Et le système peut se développer sans eux, à condition qu'ils maîtrisent un peu leurs éventuelles révoltes. Alors il faut donc un peu de police et de libéralisme. Là, je vois bien que ceci inquiète de plus en plus de monde. Pour conclure, l'analyse, je crois, est assez largement partagée maintenant, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais en revanche, je ne vois pas le début du commencement d'une modification du débat politique et des politiques étatiques qui irait dans le sens d'une fin de ce régime, qui par ailleurs me paraît résilient, capable d'encaisser des chocs très violents, c'est ce que j'ai voulu dire. François Langlais, il y a quelque chose que vous abordez dans votre livre qui me semble, dans la poursuite de ce que vient de dire à l'instant Pierre-Noël Giraud, il nous dit, autrefois, on n'avait pas besoin de crack purgatif puisqu'on avait l'inflation. Est-ce que précisément un des problèmes du moment en Union européenne, c'est pas précisément l'euro ? Parce que la mission de la Banque centrale européenne, c'est d'empêcher le retour de l'inflation. Or, après tout, aux États-Unis aussi, la Fed veille aussi au retour de l'inflation. Donc, tout le monde est obsédé par ce retour de l'inflation qu'on cherche à prévenir à tout prix. Est-ce que le prix à payer pour cette lutte anti-inflationniste qui a tellement frappé dans les années 70, pour les plus jeunes générations, c'est difficile de se souvenir, mais pour les gens qui ont mon âge, on se souvient des années 70 comme d'une période terrifiante, parce qu'effectivement, l'argent foutait le camp, parce que l'inflation était à 2 chiffres, par exemple dans un pays comme la France. Et c'est un traumatisme très profond dans nos populations. Alors, est-ce que la politique de la BCE, comme de la Fed du reste, qui vise à maîtriser cette inflation, ne nous oblige pas, comme vient de le dire Pierre-Noël Giraud, à des purges régulières des marchés, de tous les marchés? Sans doute. Juste un petit mot sur la globalisation avant de répondre à cette question. La globalisation,
elle nous est souvent présentée comme quelque chose d'irrémédiable et qui est déterminé exclusivement par le fait que le coût des transports internationaux est très faible, que les technologies sont là et qu'elles vous permettent de parler d'un point à l'autre du globe de façon instantanée pour un prix quasi nul. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu illusoire et qu'au fond, les technologies qui permettaient ça, elles ont presque un siècle. Le télégraphe et la possibilité de faire des virements d'un point à l'autre de la planète, c'est très ancien. Et que quand on dit la globalisation est irrémédiable et c'est un acquis, on est victime de la même illusion, me semble-t-il, que celle qui faisait dire à nos prédécesseurs précisément dans les années 20, ou même avant la guerre de 14, on n'ira pas en arrière. Parce que le principal déterminant de la mondialisation de l'économie, je ne crois pas que ça soit la technologie, je ne crois pas que ça soit les coûts du transport, mais plutôt le degré de tolérance des sociétés à l'ouverture. Et ça, c'est quelque chose qui est éminemment variable, parce que ça dépend de votre propre sentiment, de vos perspectives, du fait que vous soyez plus ou moins confiant dans votre devenir personnel ou dans celui de vos enfants. Et quand vous êtes inquiet là-dessus, vous êtes enclin à demander la fermeture des frontières. Et je crois que de ce point de vue, la modernité ne nous protège de rien et qu'elle nous ramène dans ce dilemme fondamental entre ouverture et fermeture, dilemme auquel il n'y a pas de solution définitive. Et nous sommes condamnés, me semble-t-il, à passer d'un excès à l'autre, c'est-à-dire dans des systèmes de fermeture excessive ou d'ouverture excessive. Et alors, ma thèse, mais qui est tout à fait débattable, sinon contestable, c'est qu'on serait à un point de retournement. Quelques mots sur l'euro, bien sûr. Là encore, il ne faut pas non plus comparer des fausses fenêtres. Et bien évidemment, il y a des similitudes, il y a aussi des différences. Ce qui m'interpelle, moi, ce sont les similitudes parce que justement, on ne les attend pas et au fond, elles nous posent question. L'Union monétaire européenne n'a pas du tout eu les effets qu'on attendait. On imaginait dans la phase de convergence qu'elle allait rapprocher les économies et faire converger les taux de croissance, faire converger aussi les politiques économiques. Il s'est passé exactement le contraire. C'est-à-dire que les taux de croissance ont divergé comme on ne l'avait jamais connu depuis bien longtemps. Quand on compare le taux de croissance de l'Irlande et celui de l'Italie sur 10 ans, l'écart est spectaculaire. Et les politiques économiques, la France fait les 35 heures et les emplois publics, les Pays-Bas tout autre chose, l'Allemagne tout autre chose. Donc, parce que, à partir du moment, exactement comme des élèves qui préparent un concours difficile, un concours d'entrée à une école d'élite en France, on travaille beaucoup pendant la période de préparation, et puis on passe le concours, on se relâche un peu. Et au fond, chacun retrouve sa pente après avoir obtenu l'union monétaire. Et c'est ce qui s'est passé après 99, où la France est restée un pays qui refuse de faire les ajustements nécessaires. La seule différence, nous les faisions auparavant, grâce à l'inflation que vous évoquiez, ça n'est plus possible. L'État remboursait ses dettes avec de la monnaie de singe et tout le monde était content. Avec Absolument. l'euro, on ne peut plus le faire. Mais on a trouvé un substitut, c'est la dette. La dette publique a pris 50% d'augmentation depuis cette période-là. C'est-à-dire qu'on a reporté sur le futur le coût des ajustements que nous ne voulions pas faire aujourd'hui. Et alors, c'est une situation qui ne pourra pas durer. Ça, je suis pas un économiste chevronné. Je ne vois pas comment on peut garder un tel degré de contrainte avec de telles divergences de politiques économiques. Alors, il y a évidemment deux façons de sortir du problème. La première, positive, c'est d'harmoniser les politiques. On en est très loin, parce que le nombre des pays s'est accru, parce que justement l'Union européenne est plutôt en phase de détricotage qu'en phase au contraire de rapprochement. L'autre solution, et il n'y en a que deux, il n'y a que deux solutions sur le long terme, c'est qu'on aménage cette zone et que certains pays la quittent. Et qu'on retrouve, très certainement, on voit mal comment l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, enfin au fond, ce qui était naguère la zone marque, ça fonctionne assez bien parce qu'ils n'ont pas changé beaucoup leur politique, encore que, alors, dans le cas de l'Allemagne, il y a eu le coup de la réunification qui a biaisé un petit peu les choses, mais que des pays comme l'Italie sont littéralement en train de mourir. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la possibilité de dévaluer, et ça a été leur arme compétitive pendant très longtemps. Alors là encore, on va trouver des substitutions. On nous dit, on va faire de la TVA sociale. La TVA sociale, c'est peu ou prou le moyen d'évaluer votre monnaie, c'est-à-dire en gros de taxer les importations et puis de soutenir les exportations. Au sein d'une zone intégrée où il n'y a plus de barrières douanières, c'est assez dangereux. Et de ce point de vue, même si ça n'a pas encore atteint la gravité des dissensions qui existaient dans l'entre-deux-guerres, c'est quand même des choses qui me semblent rappeler un petit peu la situation qui prévalait avant la Deuxième Guerre mondiale en Europe.
Alors précisément, puisque le titre de l'émission c'est la prochaine crise des années 30, que vous venez d'entendre François Langlais, je rappelle à nos auditeurs qui nous prennent en route parce qu'il est 17h30 ou qu'il va être 17h30 dans quelques secondes, que l'émission c'est du grain à moudre, que à part François Langlais qui est donc l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle La crise des années 30 et devant nous qui vient de sortir chez Perrin, nous avons convoqué pour le mettre en question Pierre-Noël Giraud qui est professeur d'économie, qui est l'auteur de Le commerce des promesses, essai sur la finance globale qui était paru au Seuil, Pierre-Cyril Haucoeur qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et qui est historien de l'économie, et Daniel Lindenberg qui est historien des idées. Alors, précisément, j'aimerais bien qu'on en arrive aux idées. Après tout, on est à France Culture. Ces idées, vous nous disiez à l'instant, François Langlais, tout est affaire de degré d'ouverture des sociétés, tout est affaire de degré des sociétés à l'ouverture. Et vous esquissiez une thèse selon laquelle, en fait, on était passé d'un mouvement de balancier nous avait amené d'un degré d'ouverture maximale, des échanges commerciaux comme des échanges culturels, de l'ouverture à autrui, à un moment d'un début, dans tous les cas, d'un moment de régression. On sait que les intellectuels français ont eu pendant longtemps la réputation d'avoir quelque avance sur la pensée mondiale. Je ne sais pas si on les crédite encore d'une telle prescience, mais en tous les cas, Daniel Lindenberg, est-ce que vous voyez, vous, qui êtes un spécialiste puisque on le rappelait, vous êtes l'auteur de ce livre, le rappel à l'ordre, vous avez su pointer avant beaucoup d'autres ce mouvement de balancier chez les intellectuels français. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de s'aggraver? Est-ce que vous le voyez se répandre à travers l'Europe, ce mouvement de repli sur soi et de peur de l'avenir qui, selon François Langlais, je pense qu'on sera tous d'accord avec lui, nous amène en général à ce moment-là à refuser l'ouverture. Quand on a peur de l'avenir et des autres, on referme ses frontières, aussi bien sur le plan intellectuel que commercial. Oui, très clairement, je le vois, parce qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Il suffit de regarder ce qui se passe dans des pays comme justement l'Italie, dont on vient de parler, ou les Pays-Bas, ou le Danemark, et on pourrait comme ça égrener pratiquement la moitié des pays de l'Union européenne, et l'autre moitié, c'est sûrement parce que je ne connais pas leur langue, ou je lis pas assez le Courrier international qui là-dessus fait un travail remarquable, parce que il pointe justement très souvent ces retournements, parce qu'il s'agit souvent de retournements, mais ça c'est un peu anecdotique, mais il y a effectivement à la fois une peur de l'avenir, ça c'est certain. Bon, ça devient maintenant une balançoire que de mettre au rencard l'idée de progrès. Il y a des livres qui paraissent là-dessus tous les jours, et pas seulement donc chez nous. Il y a une peur de l'étranger, en particulier du musulman. Ça rappelle un peu effectivement les années 30, c'est-à-dire qu'il y a un bouc émissaire. Et il y a aussi l'idée selon laquelle finalement il faut, vous parliez tout à l'heure de la clôture d'un cycle, en tout cas là c'est très clairement, il faut en finir avec les années 60, avec 68, avec cette permissivité, etc., ce libéral, cette idéologie libérale libertaire, et ça c'est un peu ce qu'on voit partout. Et là-dessus, il y a effectivement des gens comme Umberto Eco qui s'en alarment un peu, mais disons que on voit bien que dans une jeune génération, il y a une réhabilitation. Il n'y a pas qu'en France, par exemple, qu'on réhabilite l'identité nationale. C'est absolument partout. C'est une préoccupation, ça. De toute façon, quoi qu'on en pense, c'est absolument partout. Par contre, il y a un grand débat en Grande-Bretagne qui était lancé par Gordon Brown là-dessus. Voilà, le prochain Premier ministre, etc. Pratiquement maintenant, c'est plus la troisième voie. Effectivement, c'est la Britishness. Et donc ça interroge, parce que autant on savait qu'en France il y a comme ça, ne serait-ce qu'il y a eu quand même longtemps un parti maintenant déclinant, etc. qui avait fait de ça son fonds de commerce, mais c'est très curieux de voir ça dans les pays où justement l'Angleterre, la Hollande, les pays scandinaves, où le multiculturalisme, par exemple, était pratiquement une doctrine officielle.
Mais comment ça s'articule finalement avec le monde de l'économie? Parce que si, je voudrais pas lister là un certain nombre de néoréacs en économie, mais on voit poindre depuis 2005 quand même plein d'essais d'économistes ou de grands patrons qui nous disent le capitalisme est en train de s'autodétruire. Alors c'est Jean-Luc Gréau, qui est un ancien expert du MEDEF, qui s'interroge sur l'avenir du capitalisme. C'est Patrick Artus qui se demande si le capitalisme n'est pas en train de s'autodétruire. On pourrait aussi citer le livre de Jean-Pierre Levade. Voilà. Donc ça aussi, on a le sentiment qu'il y a quand même une crispation, en tout cas des idées, une peur nouvelle qui n'existait pas, qu'il faut peut-être effectivement mettre en lien avec ce qui se passe dans le monde intellectuel. Pierre-Cyril Hautecoeur. Oui, je crois que tout le monde a conscience que le bon fonctionnement d'une économie moderne suppose des biens publics, des biens collectifs qui sont nécessaires à tout le monde et auxquels il faut que chacun accepte de contribuer, mais en même temps, la dimension des États comme le lieu nécessaire et légitime de financement et d'offre de ces biens publics n'est plus tout à fait la bonne. Donc le projet européen, dans une certaine mesure, était le projet de reconstruire un autre espace public qui aurait la légitimité et l'efficacité pour fournir des biens collectifs. Je crois que c'est un projet qui était un petit peu trop inspiré, sans doute, de la construction étatique du 19e siècle, selon l'espèce de décalage simplement des mêmes modalités de construction, et qui malheureusement semble buter un petit peu là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé quelque chose qui est peut-être de l'ordre de différents groupements des hommes au sein desquels ils accepteraient de payer des impôts qui leur permettraient de financer des biens collectifs. Tant qu'on ne sait pas à quel niveau, chacun essaye de ne pas payer et de bénéficier des biens collectifs sans payer les impôts qui permettent de les financer. Et on est exactement dans cette situation, chacun essaye de s'en aller. Alors il y a ceux qui s'en vont physiquement à l'étranger pour ne pas payer les impôts, ça se voit beaucoup, mais il y a aussi des comportements de fuite un peu similaires chez un très très grand nombre d'agents économiques, de personnes, etc. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les niveaux où chaque type de bien collectif doit être construit, légitimé, c'est-à-dire où les biens qui sont considérés comme nécessaires par la population sont définis et dans toutes leurs dimensions, et puis où on pourra les faire financer. Oui, mais les États-Unis, qui sont un pays qui n'est justement pas ce problème de construction comme nous en ce moment dans la zone européenne, connaissent un petit peu les mêmes retournements aussi intellectuels avec ce qu'on a appelé les néoconservateurs. Donc, et de même, ils s'interrogent eux aussi. Quand je parlais du protectionnisme, d'un petit vent de protectionnisme qui soufflait aux États-Unis, eux aussi s'interrogent. Et ce problème se pose aussi aux États-Unis, où entre les différents niveaux du politique américain, il y a toujours eu des tensions très importantes et elles continuent à exister entre le niveau local, le niveau des États associés, le niveau fédéral, puis il y a le niveau international. Les Américains sont les premiers à avoir besoin d'une régulation internationale des problèmes d'effet de serre, de multiples problèmes. Justement, Pierre-Noël Giraud, dans son livre François Langlais, une des choses qu'il pointe, c'est l'inadéquation des organisations de coopération internationale, que ce soit l'OMC ou que ce soit l'ONU, à affronter les problèmes nouveaux. Et il montre que, comme exactement dans les années 30, de la même façon, les organisations internationales qu'on avait mises en place après la Première Guerre mondiale étaient incapables de faire face aux défis que les années 30, que la crise de 29 a lancé. Et il fait un parallèle avec l'incapacité des organisations présentes de coopération internationale à faire face aux défis d'aujourd'hui. Est-ce que vous feriez la même analyse ? Oui, assez largement, oui. Mais on peut faire le lien entre votre question et la réponse à cette question. Quand vous dites comment se fait-il que des grands patrons critiquent le capitalisme, est-ce qu'on peut rajouter à la liste Bill Gates lui-même, Soros, etc., etc. Bon. Bien, c'est parce que depuis qu'on n'a plus peur des bolcheviks et autres gardes rouges, il faut bien... Alors, c'est clair que depuis qu'on n'en a plus peur, le capitalisme est moins régulé. Bon. Et donc, en effet, il produit insuffisamment de biens publics, il en détruit d'autres, comme l'environnement, etc. Tout le monde le voit, ça. C'est un constat que sont capables de faire même des grands patrons intelligents. Donc, comme la critique du capitalisme ne vient plus de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle est d'autant plus vive même de l'intérieur qu'elle n'a plus, justement, de modèle alternatif. Bon.
Alors maintenant, est-ce que ce besoin de gouvernance, comme on dit, c'est le mot à la mode, est satisfait? Évidemment pas, puisque comme les biens publics sont de plus en plus mondiaux, il faut que la gouvernance soit mondiale, et ça c'est un fait qu'elle n'est pas à la hauteur de la situation. Maintenant, qu'est-ce que ce serait qu'elle soit à la hauteur de la situation, et de quoi s'agit-il? Quand on parle de gouvernance mondiale, on ne peut pas imaginer un horizon prévisible à un État supranational, c'est-à-dire une autorité qui serait légitime pour imposer quoi que ce soit à un État souverain sur tous les grands, États-Unis, Chine, etc. Donc ça ne peut résulter, la gouvernance mondiale, que d'un sordide marchandage entre grandes puissances. Pourquoi grande? Parce qu'on ne marchande pas dans le cadre de l'ONU à 150 ou plus. On marchande forcément à 5, 6, pas plus. Donc je crois que pour que la gouvernance mondiale progresse, il faut que se constituent et se renforcent des groupes émergents et représentant le monde émergent qui soient capables de parler désormais d'égal à égal avec les groupes des pays industrialisés. Et on va rentrer dans un vaste marchandage où toi tu t'intéresses au climat, bon je veux bien faire un effort sur le climat, mais toi tu fais un effort sur autre chose qui moi m'intéresse, etc. Je crois que c'est ça le fond de la question de la gouvernance mondiale actuelle. En fait, François Langlais. notre système de gouvernance actuel, à l'exception de l'OMC, qui a une durée de vie plus brève, mais il date de l'après-guerre, il a plus d'un demi-siècle, et il n'est plus tout à fait adapté aux réalités d'aujourd'hui. Juste pour revenir sur justement un certain nombre d'esprits d'économistes ou de patrons qui s'interrogent sur les bien-fondés du libéralisme, c'est vrai, vous en citiez plusieurs. Il se produit au milieu des années 30 exactement le même phénomène, et il y a notamment un personnage assez important de l'époque qui s'appelle Auguste Deteuf, qui était le patron de Thomson Houston, donc qui est le prédécesseur d'Alcatel, Alstom, enfin disons des grands noms de l'industrie française. Il fait une conférence le 1er mai 1936 devant un groupe d'intellectuels, un groupe qui s'appelait X-Crise, qui était un groupe d'économistes comme ceux qui sont là aujourd'hui et qui réfléchissaient sur la crise des polytechniciens pour comprendre un petit peu ce qui se passait et comment agir contre. Je me permets de citer quelques lignes de cette conférence qui s'appelle « La fin du libéralisme ». On est en quelle année là? 1936, 1er mai 1936. Le libéralisme a fait des merveilles, nous dit Deteuf. Il a enrichi le monde de telle façon que certainement nul autre système n'aurait fait de loin aussi bien. Mais il nous a donné aussi de bien mauvaises habitudes. Il a sanctifié l'égoïsme en bénissant le succès personnel comme l'élément unique et nécessaire du bien-être général. Il a détruit la notion du devoir social. On est exactement dans ces problématiques-là aujourd'hui, quand on entend Forgeard qui part avec 8 millions d'euros après avoir, je ne dis pas ruiné l'entreprise, mais enfin au moins ne pas avoir prévenu une catastrophe industrielle qui est considérable, avec Turuk qui lui aussi accompagne la descente aux enfers d'Alcatel, justement. Turuk, c'est le lointain descendant de Teuf. Mais sauf qu'il part avec la caisse. Et il part avec 5 millions d'euros. Ça y est, tire-toi. Donc, on est bien dans ces questions qui sont aux confins de l'efficacité économique et de la morale, de l'exemplarité. C'est quand même de ça dont on parle aussi. Et alors, pour d'ailleurs élargir le champ, bien évidemment, ça concerne aussi la sphère politique, exactement de la même façon. Quand on parlait de gens qui foutent le camp pour aller payer leurs impôts, quand Johnny Hallyday aujourd'hui nous dit « je pars en Suisse parce que c'est trop cher en France », un ministre de la République, Christian Estrosi, lieutenant de Nicolas Sarkozy, légitime ça et dit la situation fiscale française est intenable. Mais c'est à faire dresser les cheveux sur la tête. Un ministre de la République qui enjoint aux contribuables les plus fortunés de ne pas payer les impôts. Idem, alors on pourrait citer les exemples, il y en a à foison, Guy-Dru, l'amnistie chiracienne de Guy-Dru, qui donne le sentiment quand même que, bon, il y a les privilégiés et puis les autres, et que la justice des banlieues n'est pas tout à fait la même. Donc on est vraiment dans ces mêmes débats, là encore, bon, gardons-nous d'assimiler les choses, je ne dis pas qu'il y a une guerre demain, mais on est dans une crise morale, une crise des élites, une crise de méfiance vis-à-vis des systèmes économiques, politiques et moraux qui ressemblent grandement à celle qu'on a vue à l'époque. Alors justement, vous consacrez quelques pages dans votre livre à la haine des élites, enfin à la montée en puissance de la critique des élites, de leur médiocrité. Et ça aussi, Daniel Lindenberg, c'est un thème des années 30, la critique des élites. Oui, alors il faut rappeler que parmi ceux qu'on appelle justement les non-conformistes des années 30,
30 qui veulent renouveler, rajeunir la politique, c'est d'abord la critique des élites parlementaires. C'est quand même la Troisième République un peu décadente, un peu ventripotente, etc. C'est-à-dire de Drieux à Malraux, passant par Nizan, etc. Il y a vraiment, c'est tout l'arc politique, mais c'est pas tellement, en tout cas moi, j'avais pas tellement repéré la critique des élites économiques. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, tous ces gens-là disent il faut une révolution. C'est la révolution nécessaire que vous citez d'Aron et d'Andieu, qui est un texte très très important dans lesquels on montre effectivement qu'il faut une révolution qui soit morale, spirituelle, parce que la crise à cette époque-là, il faut rappeler que la crise économique, le krach de 29, c'est une occasion de montrer que la crise existe, mais on parle de la crise avant, on parle de la crise dans les années 20, Paul Valéry déjà parle de la crise de l'esprit, et des gens comme Thierry Monnier disent la crise est dans l'homme, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est l'économie, ça démontre quelque chose, parce que justement, mais que c'est pas l'économique qui est à la racine, puisque ces gens-là ne veulent ni du marxisme ni du libéralisme. C'est ça qui fait leur originalité. Et alors, il y a un phénomène pour emboîter vos pas qui est tout à fait spectaculaire et là aussi comparable. Vous évoquiez tout à l'heure la critique du progrès. C'est vrai qu'on voit ça aujourd'hui. La critique de la raison aussi. Le dernier bouquin de Régis Debray, Aveuglante lumière, il nous explique que la raison, au fond, a fait le malheur des hommes, et qu'il faut suivre ses passions. La critique, au fond, de toutes les valeurs universelles. Et alors, à l'époque, il y a le Daniel Lindenberg des années 30, c'est Julien Binda qui écrit La trahison des clercs, et qui nous dit, mais les intellectuels ont renoncé à leur fonction cléricale, c'est-à-dire à la promotion et à la défense des valeurs universelles, la raison, la justice, le progrès. Et ça, finalement, c'est un élément qui fendille le socle du vivre ensemble et celui sur lequel on construit une vie démocratique et une vie intellectuelle qui respire. Je voudrais qu'on revienne à quelque chose qu'il y a dans votre livre, que j'ai vu ces dernières semaines sortir dans quelques articles de revues intelligentes. C'est que ça concerne la zone euro. Certains pays membres de cette zone euro en profitent en réalité pour accumuler les déficits et les dettes parce qu'ils ne sont plus sanctionnés par les marchés. Et ça aussi, c'est un effet pervers finalement de la monnaie unique. Avant, quand on avait des déficits commerciaux excessifs et des déficits surtout publics excessifs, comme par exemple un pays comme la France, eh bien les marchés se vengeaient très vite et puis on était obligé de dévaluer, ce qu'on faisait d'ailleurs avec une grande régularité aussi bien en France qu'en Italie. Avec la zone euro, on est à l'abri et donc on peut se lancer dans une espèce de folle cavalerie. Du coup, évidemment, ça ne cesse là encore d'aggraver le clivage entre les pays vertueux, comme l'Espagne précisément dont on parlait à l'instant, qui présente toujours par tradition politique un budget en équilibre ou excédentaire, et puis des pays comme la France ou jusqu'à l'année dernière l'Allemagne, qui s'endettent à volo au détriment des autres. Est-ce que là encore, on n'atteint pas à la fin La question que je me suis posée en reformant votre livre, François Langlais, c'est est-ce qu'on ne va pas assister à la fin de l'Europe? Parce que vous dites franchement, et je vois sur certains sites, par exemple, Center for European Reform depuis quelques mois, il y a quelques papiers très importants qui disent attention, l'euro est menacé. Il n'y a pas que l'Italie qui risque de devoir partir, il y en a d'autres derrière. Est-ce qu'on n'est pas le processus de détricotage dont vous dites qu'il fait partie de ce scénario de crise qui converge vers le krach final, est-ce qu'on n'est pas dans un moment de détricotage de l'Europe tout simplement? Si, je le pense personnellement assez profondément. Et effectivement, les crises monétaires jouaient le rôle de signal d'alarme et au fond jouaient un rôle paradoxal de responsabilisation des gouvernements face à leur politique. Tout ça a disparu. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de facture pour autant. Elle arrive sous une autre forme, c'est-à-dire dans l'économie réelle. C'est moins de croissance, c'est moins d'emplois. Simplement, à l'échelle du temps politique, c'est plus long. Une crise monétaire, vous la prenez dans la figure, Balladur l'a fait en 93, il faut agir tout de suite. Alors que moins de croissance, moins d'emplois, vous pouvez toujours dire, c'est la faute aux prédécesseurs, c'est la conjoncture internationale. Enfin, il y a des tas de façons. De toute façon, on va perdre des élections, donc c'est les suivants qui paieront. Mais alors, pour revenir à l'Europe, c'est vrai que l'apogée
de la construction communautaire, c'est bien sûr les années 90, l'apogée récente, qui sont là encore le pendant assez fidèle des années 20, où on dit exactement les mêmes choses, où on dit il faut faire l'union monétaire parce que ça permettra d'instiller dans les esprits un peu de fédéralisme, puis après on en viendra aux politiques. On sait comment ça s'est fini. Mais alors, 89, la chute du mur intervient et déclenche, disons, là pour le coup, déchaîne la vague libérale dans le monde entier, pour les raisons évoquées à l'instant par Pierre-Noël Giraud. C'est vrai qu'il n'y a plus de contradicteurs, le capitalisme est le système et le seul. Et Delors profite de cette vague libérale de façon très habile. C'est pas un libéral fondamentalement, mais pour, en quelque sorte, l'asservir aux dimensions du continent et puis faire avancer. C'est l'acte unique. C'est l'acte unique. Et à ce moment-là, Chevènement dit une phrase qui m'avait semblé très mystérieuse. Il dit « La chute du mur a fait un mort, c'est Jacques Delors ». Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il dit, Chevènement ? Enfin, on voyait toutes ces jeunes démocraties qui arrivaient, qui candidataient, et au contraire, ça semblait... Enfin, on se disait, la chute du mur a plutôt exalté le sentiment européen. Je crois que fondamentalement, Chevènement avait tout à fait raison. La finalité essentielle de l'Europe, c'était de construire une Europe libre face à une Europe qui ne l'était pas. Et quand le mur est tombé, l'Europe a perdu son point d'appui. Et on a mis, là encore, parce que le temps humain est long, on a mis 15 ans à le comprendre. On ne le voit qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que la controverse sur les frontières, Turquie ou pas, sinon précisément la résultante de ce problème-là ? Auparavant, il n'y avait pas de problème. Tous les pays libres étaient dans l'Europe seulement. Et on allait construire une zone intégrée face à l'Europe des rouges qui nous menaçait, les Pershing, etc. Souvenez-vous de Mitterrand et les fusées. Ça a été un élément de rapprochement de la France et de l'Allemagne fédérale à l'époque, l'Allemagne de l'Ouest, ce qui était très important. Tout ça n'existe plus. Nous sommes livrés à nous-mêmes, au fond, face à la géographie, à l'histoire, à la culture, et c'est compliqué, parce que cette culture, elle a été jonchée, justement, de guerres et d'épisodes sanglants. Et nous récupérons cet héritage avec 15 ans de retard, parce que il faut le temps qu'on comprenne la portée réelle de ces événements. Mais, pour répondre à votre question, je pense que effectivement, la conséquence la plus probable de cela, c'est quand même le détricotage de l'Europe, parce que les raisons d'être ensemble sont aujourd'hui trop faibles. Et là encore, le non du français au référendum n'est pas du tout une cause, c'est un symptôme. C'est un symptôme, c'est un révélateur de cette question de l'identité nationale qui monte dans tous les pays, probablement plus chez nous, parce que faute justement au fond de succès économique depuis 20 ans. La question a pris plus d'acuité. Mais le futur probable de l'Europe pour les années qui viennent me semble assez sombre. Pierre Cyril Aucoeur, ça correspond à vos analyses ? Je crois que l'Europe est un ensemble au sein duquel on doit fournir des biens collectifs qu'on ne peut pas fournir à notre niveau. Il y a un niveau, une chose qu'on a faite, c'est la monnaie. Le problème, c'est que la monnaie, toute l'histoire de l'humanité montre qu'on ne peut pas avoir la monnaie sans les finances. Il faut avoir un minimum de budget commun pour pouvoir assurer. Sinon, on a exactement ce que vous décrivez, des fuites en avant budgétaires à droite ou à gauche. Donc il faut un minimum de coordination budgétaire. Ça, je crois qu'on ne l'a pas fait. C'est vraiment une erreur d'analyse au moment où ça a été fait. Il y a une autre chose qui devrait être un bien collectif majeur, qu'il y a dans tous les ensembles politiques qui prétendent avoir la même vie politique, c'est la défense. Si on ne fait pas la défense européenne, il est clair que l'Europe ne sert à rien. Je veux dire, Pierre-Noël Giraud disait tout à l'heure, on va vers un monde avec un petit nombre de grands blocs et puis le reste sera des miettes aux interstices. On aura beau être extrêmement puissant économiquement, on sera des miettes aux interstices entre les grands blocs si l'Europe n'est pas capable de constituer un ensemble en matière de défense. Et le reste est secondaire. François Langlais, un mot de conclusion. Oui, la guerre d'Irak est tout à fait emblématique. Deux guerres d'Irak se succèdent. La première, juste après la chute du mur. L'Europe est parfaitement unie derrière la bannière de l'ONU. Et à l'époque, ce système de régulation internationale hérité de l'après-guerre, il joue parfaitement son rôle, parce qu'on est encore dans le monde d'avant le mur, même si le mur est tombé depuis peu. Et puis la deuxième, au contraire, tout explose. L'ONU ne parvient plus à jouer son rôle. Les États-Unis, d'ailleurs, passent outre. Et l'Europe est singulièrement divisée. 7 pays font la guerre, les autres refusent. On ne s'est jamais trouvé si différent. Et malgré tout, d'ailleurs, on continue à parler d'Europe de la défense. Elle est tout à fait nécessaire. Je vous rejoindrai tout à fait. Mais on n'en a jamais été plus loin depuis bien longtemps. Eh bien, tout ce scénario n'est pas très agréable à entendre. Je rappelle qu'on était avec François Langlais, qui est le directeur de la rédaction d'une très bonne revue qui s'appelle Enjeux les Échos, un mensuel qui est en même temps économique et culturel.
alliance assez rarement réussie, mais qui est surtout l'auteur d'un livre dont on a discuté aujourd'hui, qui est le livre intitulé La crise des années 30 est devant nous, qui vient de paraître chez Perrin. Nous l'avons soumis donc aux questions de Daniel Lindenberg, historien des idées, auteur d'un livre que je vous recommande aussi, qui s'appelle Les années souterraines 1937-1947. Si vous parvenez encore à le trouver, il était paru à la découverte en 1990. De Pierre-Noël Giraud, qui est professeur d'économie à l'École des Mines et auteur de plusieurs ouvrages. On recommandera en particulier Le commerce des promesses, essai sur la finance globale paru au Seuil en 2001, et Pierre-Cyril Aucoeur, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Demain à 17h, nous nous intéresserons à la nouvelle économie du numérique avec ce titre « Comment gagner beaucoup d'argent quand c'est gratuit ». Ce sera avec Francis Justin, Pierre-Yves Portneuf, Francine Markovitz et Bernard Quignot. L'émission était proposée par Brice Couturier et Julie Clarini, préparée par Aurélie Marcet, Nathalie Lempereur et Mathieu Sarda. À la réalisation aujourd'hui Lionel Quentin, à la technique Alexandre Dang. 17h55 sur France Culture, l'heure de retrouver Albert Jacquard et après le journal de la rédaction. Et puis vous retrouverez notre ami Jean Lebrun en direct de Caluire et Cuire près de Lyon. Titre de son émission, La balle au centre, point d'interrogation.